Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Dans l'Isère, un enfant de 10 ans disparu hier a été étranglé. Son meurtrier a avoué, il s'agit de l'ex-compagnon de la mère de Nicolas. Il y a un an, elle avait été brûlée vive par un amoureux éconduit. Shahrazad veut comprendre aujourd'hui son agresseur réfugié au Pakistan s'est rendu à la police française. La victoire de Ségolène Royal, investie dès le premier tour par les militants socialistes, est largement commentée par la presse internationale, en Europe et aussi aux États-Unis. François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste, est l'invité de ce journal. En France, Noël s'affiche dans les vitrines. À un peu plus d'un mois des fêtes, on commence à partir à la chasse aux cadeaux. Et puis l'année Mozart, avec à Versailles, dans le cadre prestigieux du Théâtre Royal, une pièce rarissime du musicien génial, Les Petits Riens. Tout a été très vite aux Abrets dans l'Isère. Le corps de Nicolas a été retrouvé sans vie ce matin, moins de 24 heures après sa disparition. Et son meurtrier présumé arrêté, il s'agit de l'ex-compagnon de la mère de l'enfant qui est passé aux aveux. Une affaire familiale où le ressentiment et la vengeance auraient servi de mobile. Benoît Gadret, Thierry Meunier. À l'abri des regards, les gendarmes de l'identification criminelle ont transporté délicatement le corps du petit Nicolas. Le garçon avait 10 ans. Son corps a été retrouvé ce matin, dans ce taillis situé au fond du parc du village des Abrets. C'est sa mère divorcée, résidente d'une cité qui hier soir a donné l'alerte. Les gendarmes ont engagé d'importants moyens de recherche. À 21h30, ils ont privilégié la thèse de l'enlèvement après avoir recueilli ce témoignage décisif. Ils sont passés tous les trois vite. Donc il y avait qui? Il y avait Nicolas au milieu et il y avait deux gars qui l'entouraient, qui le tenaient par le bras. J'ai vu que Nicolas, par contre, il avait l'air inquiet ou un truc comme ça. Il était pas dans l'état où je le voyais normalement. Dans la nuit, un voisin a été interpellé. Un ouvrier de 38 ans qui a une relation avec la mère de la victime. Cet homme a conduit les enquêteurs au parc Bissau aux Abrets, où le corps sans vie de Nicolas Dabon a été découvert vers 9h30 ce matin, vraisemblablement étranglé et violenté. Nidal connaît le principal suspect. Pour lui, il a agi par vengeance, ne supportant pas d'être éconduit par la mère. Il a dû être amoureux de la mère du petit là. Et il n'a pas dû accepter, je pense. Il s'est vengé. Il n'a pas accepté quoi? Il n'a pas accepté qu'elle se sépare. La mort de Nicolas a bouleversé la population du village. Cet après-midi, les habitants se sont rassemblés spontanément sur la place. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Une grosse douleur, quoi. Ça fait mal. Enfin, celui qui a fait ça, il est sans cœur. Ce qui est dommage. C'est un copain à toi? Ouais, un bon copain, ouais. À nous et à tout le monde, quoi. Le principal suspect a fait des aveux circonstanciés. En début de soirée, il a été conduit par les enquêteurs à son domicile pour une perquisition. Les habitants de la cité ont manifesté leur colère. Un deuxième homme, celui vu par le témoin principal, a été interpellé et placé en garde à vue. Mais les enquêteurs n'ont finalement pas retenu de charge contre lui. Ce soir, il a été remis en liberté. Et dans le Var, c'est une querelle de famille qui serait à l'origine de cette fusillade. Le forcené est un viticulteur qui aurait tué son beau-père, blessé son épouse et une autre personne. Le GIGN est arrivé sur place. Il avait trouvé refuge au Pakistan où il s'était enfui après avoir brûlé vive une lycéenne de 18 ans. Son agresseur a décidé de se rendre. Il a été arrêté hier soir. À son arrivée à Roissy et mis en examen aujourd'hui. Shahrazad veut comprendre. Franck Genozo, Alexis Oran. Hello. Ça va, Shahrazad? La nouvelle s'est vite répandue chez les copains du quartier. La forme? L'agresseur de Shahrazad est désormais sous les verrous. Je suis super content. Ouais. Ok, j'espère qu'il y aura justice. Ouais. Vous l'avez trouvé plus en forme depuis hier? Bah oui, largement plus en forme quand même. Vous voyez pas, non? Il commence à avoir une bonne mine. Le sourire retrouvé d'une jeune femme de 18 ans. Ça ira de jour en jour de toute façon. Brûlée vive il y a un an, elle va enfin pouvoir demander des comptes à son agresseur. J'ai beaucoup de questions que je voudrais lui poser, savoir comment, pourquoi, quel était le but. Enfin, je sais que son but c'était que je ne sois plus là, mais bon. 22h hier soir, aéroport de Roissy. Son agresseur, Amer Dut, 25 ans, baisse les yeux au moment de faire face à la presse. Il arrive du Pakistan sous bonne escorte policière. Quelques heures plus tôt, il a décidé de mettre fin à une fuite d'1 an. Ce matin, il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention.
Il y a un an, Shahrazad refuse ses avances. Alors il l'asperge d'essence à 2 pas de chez elle avant de mettre le feu. La lycéenne plonge dans le coma, brûlée à 60%. J'y pense beaucoup parce que il y a cette trace physique qui vous empêche d'oublier ce jour-là. À l'époque, Shahrazad était devenue malgré elle un symbole des violences faites aux femmes, notamment dans les banlieues, un rôle qu'elle assume aujourd'hui. Je pense que j'ai survécu et qu'il y aura un procès sur cette histoire. Pas comme Sohan malheureusement où elle est décédée, je pense que c'est... Mais au moins je vais rendre justice pour toutes les femmes qui ont subi ça. Une détermination plus forte que jamais, Shahrazad sait désormais que son agression ne restera pas impunie. Chacun a entendu parler des alcooliques anonymes. C'est souvent la dernière porte que l'on pousse, la dernière chance pour ces hommes et ces femmes qui touchent le fond. En France, sachez que l'alcool tue 45 000 personnes par an. Une addiction, une maladie que l'on essaie souvent de cacher. D'où l'intérêt du témoignage de cette femme aujourd'hui tirée d'affaire, ou du moins sortie du cauchemar. Elle s'appelle Julie Roselli. Le livre qu'elle a écrit est une sorte de thérapie, une histoire où beaucoup se retrouveront. Diego Garcia, Frédéric Faure. J'ai rencontré l'alcool pour la première fois, j'étais enfant, on m'a fait goûter une coupe de champagne, c'est quelque chose d'assez banalisé. Et ensuite, adolescente, c'était de l'alcool toujours partagé, festif, à l'occasion d'anniversaires, de sorties en discothèque. Dès 13 ans, l'alcool devient le compagnon de Julie Roselli. Puis un recours pour échapper aux difficultés du quotidien. Ensuite, c'est la descente aux enfers. J'ai construit toutes mes journées autour de l'alcool pendant quelques années. Je m'endormais en me souvenant de ce que j'avais bu la journée. Je me réveillais en me demandant ce que j'allais boire. Tous mes rendez-vous, mon travail, mes liens familiaux, mes rapports amicaux, tout était tourné autour de l'alcool. Fuite en avant, cuite répétée. Inutile de lutter contre l'alcool, dit-elle, il est le plus fort. À 23 ans, elle s'effondre. Blessée, renfermée. Je vivais vraiment dans une bulle, ouais. Et j'étais persuadée que j'étais seule au monde à souffrir, et que c'était surtout que c'était une fatalité. Alors commence un parcours de survie. Médecins et psychiatres n'offrent pas les bonnes réponses. 1 an de cure et de médicaments. Pour elle, c'est un autre enfer. Je ne ressentais plus rien. Ça, c'est vraiment la lobotomie. C'est plus de pleurs, plus de cris, plus d'amour. Il ne me restait rien. Tandis que quand même dans l'alcool, il m'arrivait de vociférer, d'avoir des éclats de rire. Mais là, plus rien. Les médicaments, ça a été vraiment la camisole chimique. En 1997, elle rencontre les alcooliques anonymes. Elle se reconstruit enfin. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui se disaient alcooliques et que je voyais souriants, heureux. Et je me suis dit, c'est fou ça quand même. On peut être alcoolique et construire, faire quelque chose de sa vie. Aujourd'hui, le cauchemar est derrière elle. À 32 ans, Julie est mariée, mère de 2 enfants. Heureuse de vivre et abstinente. Mais elle reste sur ses gardes. Je reste toujours vigilante, je vous dis, mais c'est pas un danger imminent, mais je me définis comme malade alcoolique dans la mesure où, effectivement, j'ai arrêté de boire il y a 8 ans, mais je ne sais pas boire normalement. Donc j'ai toujours un problème, un rapport très problématique avec l'alcool. Julie continue d'aller aux réunions des alcooliques anonymes. Elle y retrouve ceux qui, comme elle, souffrent, mais combattent cette maladie qu'est l'alcoolisme. Accusée d'avoir tué son bébé à la naissance, cette jeune mère de 27 ans a été condamnée hier à 5 ans de prison avec sursis. Une affaire d'infanticide où, une fois encore, personne dans l'entourage ne s'était aperçu de la grossesse. Elle témoigne aujourd'hui, cette mère de famille, pour la première fois. Anouk Burel, Valérie Lucas. Aujourd'hui encore, elle dit que la tristesse qu'elle porte sur son visage ne la quittera jamais. Gabrielle Dufay a été reconnue coupable d'avoir tué son bébé. Mais la cour d'assises de Melun l'a laissée libre hier. Verdict 5 ans de prison avec sursis. Qu'est-ce que ça fait d'être libre? Mais c'est un soulagement. C'est un soulagement, c'est le bonheur de pouvoir de continuer un peu à vivre comme tout le monde, de rentrer à la maison, de pouvoir retrouver sa fille et puis de continuer comme avant. 2 jours de procès, 7 ans après les faits. En 1999, Gabrielle Dufay a 20 ans. Elle accouche dans sa chambre d'un enfant après 9 mois de grossesse invisible. À la naissance, dit-elle, le bébé n'a pas crié. Pour moi,
Il était mort, explique-t-elle à la barre. Si elle l'a mis dans un sac poubelle, c'était par peur de la réaction de sa mère. Vous avez dit lors du procès, je n'ai pas eu l'impression de commettre une faute par rapport à la loi, mais par rapport à ma mère. En fait, j'ai eu très peur du jugement que ma mère pouvait encore porter sur moi, parce qu'elle en a porté beaucoup. Je suis responsable de la mort de mon fils, dit-elle à la barre, car l'enfant était bien vivant. Il est mort par asphyxie. J'ai toujours culpabilisé depuis le 3 mai 99 jusqu'à aujourd'hui, et ça s'arrêtera jamais. Pourquoi? Parce que mon fils est mort par ma faute, donc c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est un sentiment qui ne s'efface jamais. Ça restera toujours en moi. La Grande-Bretagne ouvre sur Internet le premier site pour traquer les pédophiles disparus dans la nature. Il s'agit d'hommes déjà condamnés, mais qui, une fois sortis de prison, n'ont plus signalé leur déplacement. C'est bien un risque de récidive qu'il faut prendre au sérieux. Samassoula. Ces visages sont ceux des 5 pédophiles les plus dangereux de Grande-Bretagne. Pour retrouver leurs traces, l'Agence de protection de l'enfance, en accord avec la police, a mis leurs photos sur Internet avec leurs dernières régions fréquentées, leurs surnoms. On essaie de mettre le maximum de détails physiques, la couleur des yeux, des cheveux, la taille, des particularités comme des cicatrices ou des tatouages. C'est la première fois que ce genre d'appel est lancé au niveau national en Grande-Bretagne, à l'instar du site Crime Stoppers qui traque avec succès les plus dangereux criminels depuis un an. Ces 5 pédophiles ont déjà purgé leur peine, mais ils sont aujourd'hui traqués pour avoir cessé de pointer à la police, comme la loi les y oblige. En faisant le choix de disparaître, ces pédophiles se sont portés volontaires pour être sur ce site. Si vous disparaissez, vous sacrifiez votre droit à l'anonymat. Ce droit à l'anonymat pour les pédophiles, cela fait 6 ans que des associations de parents le dénoncent. Depuis l'assassinat de Sarah Payne, 8 ans, par un pédophile qui s'était installé dans le voisinage. Les associations réclament depuis que la police prévienne de la présence d'un pédophile dans le quartier. Avec ce site des pédophiles recherchés, un pas a été franchi avec ce qu'il comporte de risques d'erreur et de vengeance personnelle. Pour la seule journée d'aujourd'hui, 350 000 personnes se sont connectées sur le site. Et les Britanniques veulent aller encore plus loin. Le gouvernement veut permettre aux mères célibataires de demander une enquête sur leurs nouveaux compagnons. Une étude ayant démontré qu'un pédophile sur 5 se rapproche de la mère pour s'attaquer à son enfant. L'environnement était au centre de la conférence de Nairobi, une réunion internationale dont on attendait beaucoup au moment où le réchauffement climatique inquiète la planète. Pourtant, cette conférence s'est achevée sur une certaine déception. Marie-Pierre Samitier, Mathias Barois. Parmi les principales dispositions adoptées à Nairobi, la lutte contre la déforestation. Pour cela, les experts envisagent de rémunérer les efforts des pays qui protégeront leurs forêts et même d'attribuer un prix à chaque arbre sauvé. C'est l'une des conclusions de la conférence de Nairobi, car lutter contre la déforestation revient à lutter contre l'augmentation de CO2. On convertit généralement la forêt en agriculture, qui est un secteur qui émet aussi beaucoup de CO2 et beaucoup de gaz à effet de serre. Donc avec la disparition de la forêt en Amazonie, dans le bassin du Congo, en Asie du Sud-Est, en Indonésie, ou même au Canada et en Sibérie, on a un formidable régulateur du climat qui disparaît. Les pays industrialisés se sont accordés sur la nécessité de réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Ces gaz sont générés pour 24% par la déforestation, contre 14% par les transports. Parmi les autres décisions prises à Nairobi, l'aide à l'Afrique, victime du dérèglement climatique du fait de la pollution générée par les pays industrialisés. L'Afrique souffre plus que n'importe quel autre continent à cause de ces pays qui ne veulent pas changer leur mode de vie et refusent le compromis. Un programme d'aide pour adopter des énergies propres comme l'énergie éolienne pourrait transférer 1100 milliards de dollars d'ici 2012 aux pays en voie de développement. Les inondations en Afghanistan ont fait près d'une soixantaine de morts. Des dizaines d'autres sont portés disparus dans l'ouest du pays. Des villages entiers balayés par des trompes d'eau alors que ces régions étaient frappées par des années de sécheresse. Le temps a envoyé une aide médicale d'urgence.
La désignation de Ségolène Royal est largement commentée aujourd'hui à l'étranger. La présidente chilienne, Michelle Bachelet, que Ségolène Royal avait été soutenir pendant sa campagne, a salué sa victoire aux primaires. En Europe et aux États-Unis, le phénomène Royal intéresse la presse internationale. Alexandre Cara, José Boulestex. Pour ce présentateur de la chaîne publique allemande, est la révélation politique de l'année. Mais ici, les journalistes vont un peu vite en besogne. La première présidente française avec un point d'interrogation, la reine des socialistes. Voici les unes de la presse allemande aujourd'hui. Dans les rues de Berlin, les badauds semblent apprécier. C'est comme Merkel en Allemagne. Je trouve ça très bien qu'une femme prenne le pouvoir. Je la trouve vraiment très sympathique, je dirais même... Vive la France. Au royaume de sa gracieuse majesté, le patronyme de la candidate socialiste ne passe pas inaperçu. La presse s'amuse d'une révolution française nommée Royale. Certains même la surnomment la Tony Blair en jupe. Elle est quand même bien plus jolie que Tony Blair. Moi, j'aime toutes les femmes en politique. Virez les mecs, donnez le pouvoir aux femmes. Les États-Unis ne sont pas épargnés. Outre-Atlantique, Ségolène Royal fait la une du prestigieux New York Times. Les Américains ne la connaissent pas vraiment, mais la presse insiste sur le côté glamour de la candidate et la compare à une autre femme américaine, celle-là. Il est naturel de comparer le phénomène Ségolène Royal et Hillary Clinton dans les mesures où ce sont toutes les deux des femmes, représentent toutes les deux le changement. Toutes les deux sont mariées aux hommes politiques qui ont réussi en politique. Sur tous les continents, dans toutes les langues, les journalistes s'enthousiasment pour Royal, superstar. Et s'ils ne connaissent ni ses idées, ni son programme, peu importe, ils plébiscitent celle qu'ils comparent déjà à une nouvelle Jeanne d'Arc. François Hollande, bonsoir. Bonsoir. Énormément de questions au premier secrétaire du parti que vous êtes. Ségolène Royal sera investie officiellement, si je puis dire, d'ici 8 jours. Quelle sera votre priorité d'ici là, en un mot ? Le rassemblement des socialistes. Il y a eu un débat, il y a eu un vote, il y a toujours des blessures. Et je crois que l'attitude de Laurent Fabius et de Dominique Strauss-Kahn dans ces dernières heures a été exemplaire. Donc le rassemblement se fera, il sera large. Et la candidate aura une force derrière elle considérable. Alors ça, nous allons le voir. D'abord, je voudrais que vous me définissiez quel sera votre rôle précis et peut-être vos responsabilités dans cette campagne. Mon rôle, il est très simple. Je suis premier secrétaire du Parti Socialiste. Je dois emmener cette force qui a accueilli de nouveaux adhérents, qui va en accueillir d'autres, car je vais lancer une campagne d'adhésion pour que toutes celles et tous ceux qui veulent participer à notre bataille pour 2007 nous rejoignent. Donc cette force, avec des élus, avec des adhérents, des militants, des responsables, des experts, elle se mettra dans la démarche qui doit être la nôtre, la victoire en 2007. Est-ce que clairement, c'est le parti ou est-ce que c'est la candidate qui entrera en campagne? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de campagne parallèle? Non, il faut que la candidate ait sa liberté. Pourquoi? Parce qu'une élection présidentielle, c'est toujours une démarche personnelle, mais soutenue par une force collective. Liberté pour la candidate, mais une force est derrière elle. Elle procède d'ailleurs de cette force. Ségolène Royal, c'est la candidate du Parti Socialiste, mais elle doit être bien sûr aussi celle qui a un rapport personnel avec les Français. Alors justement, le porte-parole de Ségolène Royal cet après-midi affirme qu'elle va, alors je cite, réorganiser le PS en vue des présidentielles. Est-ce que ça veut dire qu'elle a les coudées franches? Non, il n'y a pas de réorganisation du Parti Socialiste, il y a un parti qui est en ordre de marche. Qui le dit, hein. Oui, mais aujourd'hui il n'y a plus de porte-parole, c'est fini. Il y a une campagne qui doit être organisée, il y a un parti qui doit prendre toute sa place, il y a une candidate qui doit continuer à entretenir cette relation avec les Français, qu'elle a su marquer, je crois, d'un saut original, et puis il y a cette synergie qui doit s'opérer. Alors justement, une synergie entre vous et elle, est-ce que c'est la candidate et le premier secrétaire du parti qui va procéder aux ajustements? Dans le parti d'abord. D'abord dans le parti, le premier secrétaire, il n'est pas seul à décider, heureusement d'ailleurs. Il est celui qui doit au contraire rassembler tous les socialistes, au-delà de leur diversité, de leur sensibilité, des votes qui ont pu être exprimés hier, par exemple sur le traité constitutionnel européen, le oui, le non. Moi je dois être, avec les socialistes, le rassembleur. Elle a son rôle comme candidate qui est de convaincre les Français et de faire en sorte que la force qui la soutient puisse elle-même prendre toute sa place. Vous ne serez pas son directeur de campagne? Non, elle a mené une campagne avec le Parti Socialiste, en liberté, et nous en solidarité avec elle. Mais le Parti Socialiste, c'est un atout
pour Ségolène Royal. Et c'est un atout d'autant plus fort que nous sommes rejoints par de nouveaux adhérents. Vous ne craignez pas des grincements de dents? Je vais reciter alors cette phrase, par exemple, qui vient aussi cet après-midi de l'entourage de Ségolène Royal elle-même. Il ne faut pas qu'elle se coupe de la base, ni qu'elle cède à tous les soupirants à un portefeuille de ministre. Alors, à qui s'adresse ce message? Non, ça c'est vrai. Je crois que nous venons de procéder à une investiture d'une candidate. Et avec, je crois, une procédure exemplaire, la démocratie. Cette candidate, elle a vraiment la confiance de son parti. Et elle doit, elle aussi, avoir confiance dans son parti. Les deux sont nécessaires pour la victoire. Mais on n'a pas à préparer... Il n'y a pas de récompense, vous voulez dire. Non, on n'a pas à préparer je ne sais quelle distribution des places, des rôles, parce que ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est de convaincre les Français. Vous savez, on sort, nous, d'un exercice où on était entre nous, entre socialistes, on va continuer à l'être avec la gauche, mais on doit d'abord se préoccuper des Français. C'est ce qui a fait d'ailleurs la conviction de beaucoup à l'égard de Ségolène Royal, se préoccuper de l'emploi, de la précarité, de l'environnement, bref, de l'essentiel. Une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser, pour qui avez-vous voté jeudi dernier? Je n'ai plus besoin de le dire, puisque je n'ai qu'une candidate, celle qui a été choisie par les adhérents du Parti Socialiste. Bien. Autre question, que répondez-vous aux critiques de la gauche antilibérale, critiques assez fortes? Chacun doit être à sa place dans la vie politique. Nous sommes aussi des antilibéraux. Visiblement, il y en a qui veulent être plus à gauche que nous, ils ont le droit de l'être. Ils ont le droit de désigner eux aussi un candidat ou une candidate. Je ne souhaite pas d'ailleurs qu'il y en ait trop, parce qu'on sait ce que la dispersion a pu faire le 21 avril dernier. Donc que chacun se préoccupe de ce qui est son identité, de ses électeurs, et qu'on n'essaye pas de créer le soupçon sur d'autres. Nous avons besoin de toute la gauche. Et moi, comme premier secrétaire, vous m'interrogez, qu'est-ce que j'ai à faire? Faire en sorte qu'il y ait une candidature commune au premier tour qui rassemble les socialistes, les radicaux de gauche, c'est fait. Peut-être demain Jean-Pierre Chevènement, s'il en décidait. Et puis au second tour, si nous sommes au second tour, et il faut être au second tour, sinon on ne peut pas prétendre à la présidence de la République, eh bien qu'au second tour, toute la gauche, je dis bien toute la gauche, se retrouve derrière Ségolène Royal. Une toute petite question personnelle, chacun à sa place, disiez-vous. Quelle sera votre place après les élections législatives de 2007? Alors on fait un peu de prospective, puisque vous irez jusque-là au parti, mais après... La place que les électeurs me donneront d'abord, puisque je serai moi-même candidat aux élections législatives. La place que les socialistes me donneront, parce que nous aurons sans doute un rendez-vous après les élections présidentielles et les législatives. Et puis le rôle que je choisirai moi-même, quel que soit le candidat ou la candidate qui sera finalement élu en 2007. Moi, j'ai ma vie politique, elle ne dépend pas d'un autre ou d'une autre, plus exactement, elle dépend de la victoire de la gauche et des socialistes en 2007. Merci François Hollande d'avoir répondu à nos questions. Contre le projet de loi Sarkozy sur la délinquance, nouvelle manifestation cette fois-ci à Paris. Plusieurs milliers de personnes, à l'appel d'un collectif national, réclament le retrait pur et simple de ce projet de loi qui sera examiné par l'Assemblée nationale à partir de mardi. La principale fédération de l'éducation, par la voix du secrétaire général de la FSU, considère que cette loi est une loi de répression et un contresens à l'idée de prévention. Il y a un peu plus de 10 ans, l'État lançait un plan ambitieux pour gérer le plus grand fleuve français et ses affluents. Le plan Loire Grandeur Nature arrive à son terme à la fin de cette année. Son principal objectif, redonner plus de liberté au fleuve au lieu de le domestiquer. Florence Mavic, Rémi Poissonnier. Moi je me souviens, quand je venais ici avec mes enfants, parce que pour aller en bord d'Allier, on allait très loin à 700-800 mètres d'ici. À pied et en voiture, en réalité, tout ça c'était cultivé. Xavier de Boudemange est agriculteur, un planteur de maïs. Entre sa famille et l'Allier, c'est une histoire d'eau tumultueuse, une lutte entre le pot de fer et le pot de terre. La rivière, laissée à l'état sauvage, change souvent de lit. En quelques années, l'exploitant a perdu 10% de sa terre avalée par l'Allier. On voit bien d'ailleurs, c'est taillé net, là, l'eau va passer dessous. La voracité de l'Allier lui coûte cher, 300 000 € de pertes sèches et pas un centime d'indemnisation versée par l'État. Les agriculteurs du coin réclament en vain des travaux d'aménagement. On sait bien protéger les villes comme Moulins où il y a un enrochement où la rivière est endiguée. Par contre, à la campagne, on s'en moque et tout fout le camp et rien n'est géré en réalité. Mais la philosophie du plan Loire Nature, c'est de laisser le fleuve et ses affluents, ici l'Allier, vivre leur vie. En divaguant, en érodant, une rivière se régénère. Ses eaux et la nappe phréatique sont de meilleure qualité. Si l'Allier avait été domestiqué, on en paierait aujourd'hui les conséquences. Probablement que le riverain, par exemple, n'aurait plus beaucoup d'eau potable à son robinet, puisque la nappe se serait beaucoup coupée.
beaucoup enfoncés, et les puits de captage se retrouveraient à sec. Plus assez d'eau potable, mais peut-être beaucoup d'inondations. Nous voici sur la Loire, près d'Orléans. Le second grand objectif du plan Loire Nature était de limiter au maximum les dégâts occasionnés par les crues. L'abandon de la navigation et des cultures a changé la physionomie du fleuve. Ses rives et ses îles se sont couvertes d'arbres, véritables catalyseurs de crues. Parce que si le boisement se développe, ça va avoir tendance à rétrécir le lit. Donc les milieux verts permettent un meilleur écoulement des eaux en cas de crue. Parmi les outils choisis pour retrouver de l'espace, voici la brebis solognote. Véritable tondeuse écologique, elle broute les pousses d'arbres en faisant moins de dégâts qu'un engin mécanique. 10 ans d'action ont permis de restaurer la qualité des eaux, de garantir la sécurité des hommes. Ces derniers ont aussi appris qu'il est vain de vouloir soumettre le plus indiscipliné des fleuves français. L'affaire pourrait sortir tout droit d'un film de Don Camillo à Ploërmel dans le Morbihan. La statue de Jean-Paul II, qui doit être inaugurée à la fin de l'année, provoque un véritable tollé, au point qu'une manifestation s'est déroulée cet après-midi avec dans les rues les défenseurs de la laïcité qui refusent qu'une statue de 8 mètres de haut du pape défunt, payée en partie sur leur denier, soit érigée dans le village. Éric Pinault, Michel Hiver. Ce n'est encore qu'un socle de granit, mais bientôt le maire de Ploërmel compte y ériger un bronze de Jean-Paul II surmonté d'une croix, comme le simule ce photomontage. Cet après-midi, près de 700 opposants ont manifesté dans la commune bretonne de Ploërmel. Ils dénoncent le financement à hauteur de 130 000 € d'un objet de culte par des fonds publics. Nous sommes là pour défendre les valeurs de la République. La République qui, depuis plus d'un siècle, a inscrit la laïcité dans ses valeurs. Moi, je travaille avec des jeunes délinquants et tous les jours, on leur dit la loi, c'est la loi, il faut obéir à la loi. Et ce maire n'obéit pas à la loi. Le maire UMP, Paul Ancelin, dénonce un procès d'intention et parle de l'œuvre comme d'un simple hommage à un homme qui a marqué notre histoire. L'immense émotion qu'a suscité la mort de Jean-Paul II dans le monde prouve bien que c'était un géant du siècle dernier. Et donc j'ai voulu rendre hommage à un homme d'ouverture. Paul Ancelin a déjà baptisé un parking place Jean-Paul II qui n'attend plus que la statue du défunt souverain pontife, à moins que la justice ne s'y oppose. Nous avons demandé au tribunal administratif d'interdire l'installation de cette statue puisqu'elle doit, d'après M. Ancelin, être un lieu de culte, de pèlerinage. Et de plus, elle est financée par des fonds publics et installée sur un lieu public. Le maire évoque des mécènes et conteste le coût de l'œuvre. Il compte l'inaugurer le 9 décembre et se défend de toute malice, le jour anniversaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Près de Rome et sous la pluie, le mariage très glamour de Tom Cruise et Katie Holmes, une nuée de photographes pour apercevoir la star américaine et sa future épouse, qui se sont dit oui selon les rites traditionnels de l'église de Scientologie, suivait une fête très hollywoodienne. Gérard Grisbeck, Romain Potoki. Cette fois, c'est bien lui. Il agite la main et se cache derrière des lunettes de soleil. Avant Tom Cruise est arrivée Katie Holmes, portant dans ses bras leur enfant. Elle s'attarde à une fenêtre et fait signe au photographe. C'est donc dans ce château de Bracciano, à 40 km de Rome, que les deux acteurs se marient selon le rite de la secte de la Scientologie. Tom Cruise offre à Katie Holmes un chat, une casserole et un peigne. Ce qui n'a pas l'air de plaire au curé du village. Vous n'avez qu'à les marier vous-même. Madame le maire prend tout cela avec philosophie. Non, non, moi je ne les marie pas. Ils se marient selon leur rite à eux, celui de la science ou de la scientologie. Arrivés hier soir à Rome, les invités ont fait forte impression. Will Smith, Jennifer Lopez, David Beckham et son épouse Victoria. Dans le village, la pluie a dissuadé les badauds. Seule la presse est venue en nombre, mais à quel prix? Une fenêtre avec une vue moyenne, c'est entre 300 et 500 euros. Résultat, dès ce matin, il n'y avait plus une seule terrasse à louer. Pour un résultat peu probant. Personne, j'ai vu personne jusqu'à présent. Mariage pluvieux, mariage heureux, dit le dicton. Souhaitons-le en tout cas pour Tom Cruise, puisque c'est son 3e mariage. De toute façon, il restera de cette journée une grande opération de publicité pour la secte des scientologues. En France, Noël s'affiche dans les vitrines. Un peu plus d'un mois des fêtes, on part déjà à la chasse aux cadeaux, comme le montre ce reportage de Cyril Za et Marie Cazot. Tout commence par un lever de rideau.
le public est là, immortalise l'instant. Dans cette vitrine, Noël s'est installée. La devanture, évidemment, objet de tous les soins. Pendant un mois et demi, elle va être choyée, on va rajouter de la neige, ça va noircir, il faut qu'elle soit comme ce soir, tous les jours. Voilà. La période qui s'ouvre est décisive. Pour les grands magasins, elle représente 25% de leur chiffre d'affaires annuel. Pour séduire la clientèle, des espaces cadeaux sont aménagés. La stratégie, tous les prix, pour tous les publics. On a une offre de prix, une gamme de prix qui quand même est relativement large, puisqu'on a des cadeaux, on peut offrir un petit cadeau à 20 € jusqu'à 1500 €, donc c'est vrai qu'on a une gamme assez large. Dans les allées, on flâne. Côté achat, l'esprit de Noël, lui, commence tout juste à souffler, timidement. J'ai pas vraiment d'idée en tête, là je vais regarder les boules parce que j'ai quelqu'un qui m'en a parlé. Voilà. Je trouve toujours quelque chose. Moi je fais le tour d'abord, merci. Des clients hésitants, mais peu importe, le dispositif est en place. Ici, chaque week-end à venir, près de 1000 salariés seront mobilisés. C'est un Noël qui se prépare un mois à l'avance, qui mobilise en fait toute l'entreprise de manière transversale, avec tous les métiers qui travaillent ensemble pour parvenir à ce résultat, donc le marketing, la vente, l'achat. Une mobilisation qui, si elle ne paye pas encore à l'intérieur des magasins, a tout de même un mérite, faire rêver les plus jeunes, mais à l'extérieur. L'année Mozart se poursuit cette fois-ci à Versailles, où le prestigieux cadre du Théâtre Royal donne à voir une pièce rarissime du musicien génial, un ballet pantomime intitulé Les Petits Riens. Michel Montpontet, Tristan Lebras. Versailles, bien sûr. Mais si on connaît le château et ses fantômes de pierre, qui connaît le Théâtre Royal? Ce discret monde de magie et d'illusions, de cordes et de poulies. Au XVIIIe siècle, c'était la technologie la plus avancée du monde. Un sous-sol de 5 niveaux sur plus de 12 mètres, juste sous la Seine et miraculeusement conservé dans l'état. Visite privilégiée avec le maître des lieux, le passionné et passionnant Jean-Paul Gousset. Quand on a l'art de vivre comme au XVIIIe siècle, et de manipuler les mêmes traditions, les mêmes outils qu'au XVIIIe siècle, il est clair qu'on se prend au jeu et qu'on s'imagine avoir toujours vécu ici et y avoir toujours travaillé. 10 mètres au-dessus de nous, la Seine patiente, mais semble ne pouvoir se passer de Jean-Paul. Jean-Paul Gousset est toujours un peu dans les nuages, faut dire qu'à force de vivre au XVIIIe siècle. Donc on a les mêmes machines qu'au XVIIIe siècle, alors un bon coup de chauffage, tout est sec, ça ne fonctionne plus. Le lendemain il fait humide, ça refonctionne, on refait nos réglages et il faut recommencer le surlendemain. Chercher la danse du XVIIIe siècle, justement, c'est un peu courir après une ombre et réinventer un style, en puisant à des sources parfois surprenantes. Je fais un carré avec... On dit merci Marie-Geneviève. On dit merci Madonna surtout. Madonna et Mozart à l'honneur. Je mets mon doigt au chapeau. Il ne s'agit pas de montrer, de dire voilà c'était comme ça. Ça aurait pu être comme ça peut-être, mais c'est à vous que ça s'adresse maintenant et j'espère toucher les gens. Mozart a 22 ans quand il compose ce ballet pantomime. C'est comme cela que ça s'appelle. Et tout d'un coup, la musique des anges à Versailles. Certains trouveront bien sûr ça un peu statique. D'autres, merveilleusement charmant. Depuis 200 ans, cette œuvre n'avait jamais été remontée dans son intégralité. Mais ces petits riens de Mozart nous en disent beaucoup sur ce qu'était la grâce il y a 250 ans. Cinéma avec la sortie de l'Étoile du Soldat. Son réalisateur Christophe de Ponfilly, grand reporter spécialiste de l'Afghanistan, s'est donné la mort en mai dernier après avoir achevé le montage du film. L'histoire vraie d'un soldat russe prisonnier des Afghans pendant l'invasion soviétique. Pascal Deschamps, Jean-Marie Lecartier. L'Étoile du Soldat nous entraîne en Afghanistan en 1981 pendant l'invasion soviétique aux côtés d'un jeune soldat russe. Après des mois d'opérations meurtrières, Nikolai est fait prisonnier par les Afghans. Épargné par ses ravisseurs, le petit soldat russe finira par fraterniser avec eux. Une histoire vraie qui a marqué le journaliste Christophe de Ponfilly. Lorsqu'il couvrait le conflit, il avait rencontré et filmé le vrai Nikolai dans le camp du commandant Massoud.
Massoud avait confié Nikolai à Christophe de Ponfilly pour qu'il l'aide à quitter le pays, mais en chemin, Nikolai a été tué dans des circonstances mystérieuses. Ils arrivent au Pakistan. Christophe et Bertrand Gallet, à l'époque qui l'accompagnent, arrivent à regagner la France rapidement pour demander des papiers à Nicolas. Et alors que les choses sont en train de s'arranger, Nicolas va mourir à Peshawar. Il n'est pas arrivé à amener Nicolas jusqu'au bout, jusqu'en France. Il dit, je vais prolonger la vie de Nicolas au cinéma. Je veux pas qu'il meure. Christophe de Ponfilly le voici pendant le tournage en Afghanistan, expliquant des scènes aux Afghans, dont certains anciens combattants. Le jeune Nikolai, il voulait pas être tueur, mais il se retrouve, il devient un tueur comme les autres. Et moi, je suis pas particulièrement courageux. Les gens disent, c'est très courageux d'aller clandestinement. Non, je suis désespéré, c'est pas pareil. Quand on est lucide sur la réalité humaine, c'est à hurler. Donc ce désespoir, il est là. Est-ce ce désespoir qui aura finalement conduit Christophe de Ponfilly à se suicider en mai dernier? Nul ne le saura jamais. En guise de testament, il nous a laissé ce film, juste pour dire la possibilité d'un monde plus fraternel. Le 15 de France à 100 ans, point d'orgue des cérémonies du centenaire. C'était il y a quelques minutes au Stade de France. Tous les grands anciens du rugby français se sont donné rendez-vous sur la pelouse. Le 1er janvier 1906, les tricolores disputaient le premier match de leur histoire face à la Nouvelle-Zélande. Et puis dans quelques instants, c'est encore la Nouvelle-Zélande que le 15 de France affronte. Une semaine après la raclée au Stade Gerland. Rendez-vous donc à 20h50 pour le coup d'envoi de la revanche France-Nouvelle-Zélande en direct du Stade de France sur France 2, bien évidemment. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. 20h50 du rugby donc. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.